Bonjour, nous allons donc étudier ici le thème 1 du programme d'histoire, le monde méditerranéen, empreinte de l'Antiquité et du Moyen Âge. Et nous allons voir dans ce premier chapitre la Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines. Donc, pour étudier ces thèmes, nous avons des traces de l'Antiquité, telles que l'archéologie, des vestiges de bâtiments par exemple, ou bien des mots comme la démocratie, la République, l'Empire, qui ont un sens parfois différent à notre époque. Donc, il faut savoir que pendant 10 siècles, les civilisations antiques se sont organisées en cités autour de cultes rendus à des dieux multiples tout autour de la Méditerranée. Il s'agira ici, dans ce premier chapitre, de voir comment ont évolué les modèles politiques depuis les cités grecques jusqu'à l'Empire romain. Donc vous avez ici les fameuses traces archéologiques, mais aussi des bas-reliefs, des vases qui nous sont restés, ou bien des statues. Tout d'abord, on va s'intéresser au cadre territorial de la Méditerranée antique. Donc, ici, on localise le bassin méditerranéen sur ce planisphère. Puis la Grèce, puisque ce sera notre premier thème, la première partie de notre chapitre, dans le bassin méditerranéen. Elle est donc située dans la partie orientale de la Méditerranée. Et on va focaliser sur Athènes, qui va être la cité grecque que nous allons étudier plus particulièrement, puisque c'est elle qui va rayonner sur le monde grec et dont les traces de ce rayonnement nous sont restées le plus. Donc Athènes se situe dans le territoire, c'est une cité que l'on appelle l'Attique. Et vous avez ici les alliés d'Athènes dans ce qu'on appelle la Ligue de Délos. La Ligue de Délos, c'était une alliance militaire créée en moins 478 pour repousser l'ennemi perse et qui est soutenue militairement, financièrement et culturellement par Athènes qui en prend la tête. Donc la cité d'Athènes, dans son territoire, qui est l'Attique, on voit ici, c'est un territoire plutôt montagneux, avec donc l'Attique ici, avec la cité proprement dite, c'est-à-dire que c'est un territoire composé d'une ville, l'Astie, mais aussi de la campagne, et enfin d'un port qui est le port du Pirée. La cité, elle vit en autarcie. Pourquoi? Parce que la campagne nourrit la ville, avec le blé, l'huile, le raisin, et la ville défend la campagne. Le port du Pirée permet l'exploitation des ressources maritimes, c'est-à-dire la production halieutique, tout ce qui vient de la mer, ainsi que le commerce avec les autres cités. Et enfin, vous avez les mines du Laurion qui permettent de fournir aux Athéniens de l'argent, de l'étain, du cuivre. Ce sont donc des exploitations minières. Alors, la démocratie athénienne dans le monde grec. D'ailleurs, à ce propos, vous voyez ici le terme de cité, par exemple. Ce sont des éléments qu'il faudra que vous retrouviez et dont vous connaissiez la définition des définitions que vous pouvez trouver dans votre manuel, notamment à partir des pages 18-19. Alors, c'est la plus rayonnante des cités grecques. Sachant qu'il y a une diversité des cités grecques. Vous avez plus de 1000 cités, que ce soit des cités-États, ce sont des États indépendants qui comprennent une ville, des campagnes alentours, telles qu'on l'a vu. Ils sont unis par la langue, la culture, la philosophie, le sport et bien entendu les dieux communs.
Les cités grecques sont tout de même souvent en guerre les unes contre les autres. Donc ici, vous avez une carte où l'on représente Athènes avec les cités qui sont alliées dans le cadre de la Ligue de Délos, ainsi que d'autres cités, notamment celles du Péloponnèse, comme Sparte, par exemple, ou Corinthe. Ici, un plan de la cité d'Athènes avec les lieux qui font la démocratie athénienne, tels que l'Agora, l'Apnix ou l'Acropole, dont nous reparlerons plus tard. Les habitants d'Athènes sont composés des citoyens et des non-citoyens, sachant que la condition pour être citoyen varie d'une cité à une autre. En tout cas, à Athènes, seuls les hommes adultes libres sont des citoyens, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer aux décisions de la cité, mais en même temps, ils doivent défendre cette même cité. Alors, on a avec Athènes une exception. Pourquoi? Parce que c'est la cité la plus prospère et la plus importante numériquement parlant. On a 300 000 habitants, dont presque 40 000 citoyens à la moitié du 5e siècle, avant Jésus notre ère. Elle valorise l'activité des artistes ou d'une manière générale des penseurs, que ce soit en philosophie, que ce soit en mathématiques, en sciences, tel que l'on verra plus tard. Vous avez par exemple Platon, philosophe, ou bien Aristote, autre philosophe, ou bien des auteurs de théâtre tels que Sophocle, par exemple. Athènes va permettre l'affirmation de la démocratie, c'est-à-dire que c'est une cité où chaque citoyen peut avoir la parole. Pourquoi? Jusqu'en 508-507 avant Jésus-Christ, vous avez un régime qui n'est pas la démocratie, mais vous avez des réformes, celles de Clisthène, qui vont mettre fin à ce que l'on appelle la tyrannie. Et il va mettre en œuvre le début de la démocratie, c'est-à-dire l'égalité des droits, la liberté de parole, le droit de vote pour tous les citoyens. La démocratie permet aux citoyens d'être égaux devant la loi, c'est le principe d'isonomie. De plus, les citoyens les plus pauvres vont avoir le droit au mistos, c'est-à-dire une indemnité financière pour le temps qu'ils consacrent à l'État. Les citoyens ont d'autres avantages, ils ne peuvent pas être torturés et ils sont les seuls à pouvoir posséder des terres dans le territoire de la cité. Alors le peuple athénien, comment ça se passe? Il élit vous avez le démos, excusez-moi, l'ensemble des citoyens qui est réparti en 10 tribus. Tous les citoyens votent et participent à l'ecclésia, qui est l'assemblée du peuple, qui vote donc les lois, la guerre ou bien l'ostracisme, c'est-à-dire l'éviction, le renvoi d'une personnalité qui peut gêner la cité d'Athènes. Elle élit aussi la boulée, qui est un conseil du peuple, qui est composé de 500 bouleutes, c'est-à-dire 50 membres de cette boulée par tribu, sachant qu'il y a 10 tribus. Et enfin, vous avez l'ailier, qui est le tribunal du peuple, composé de 600 éliastes élus, là encore, par tribu. Et vous avez des élections, par exemple les distratèges, excusez-moi, qui sont les responsables de la diplomatie et de la guerre. Ce sont les magistrats les plus importants de la cité d'Athènes, ce sont les dirigeants, en gros le gouvernement de la cité d'Athènes. Le fonctionnement de la démocratie, c'est une démocratie directe, c'est-à-dire que tous les citoyens participent à cette démocratie. L'Ecclésia se réunit 40 fois par an, les séances sont préparées par la boulée, c'est-à-dire le conseil des citoyens, qui est tiré au sort. Il y a des lieux de discussion qui sont l'agora et ensuite donc l'apnix où se réunit l'ecclésia et qui vote les éléments, les textes préparés par la boulée. Vous avez ici une représentation de l'apnix, donc les discussions et les votes de l'ecclésia.
Cette démocratie, elle va être remise en cause à partir de 460. Et vous avez des réformes qui vont renforcer le pouvoir de l'ailier. Pourquoi? Parce que certains Athéniens vont critiquer le régime. Ils s'opposent notamment à la prise de décision par une majorité de citoyens pauvres et peu éduqués. Ils sont donc favorables à l'oligarchie, c'est-à-dire un régime où un petit nombre de citoyens exercent le pouvoir. Et ils vont renverser deux fois la démocratie, d'abord en moins 411, puis de façon définitive en moins 404. Alors, cette cité d'Athènes, elle va fonctionner en dehors de l'Attique comme un véritable empire. Elle se présente d'abord comme un rempart du monde grec face à l'empire perse. Cet empire perse, c'est l'ennemi de toutes les cités grecques. Depuis deux guerres, ce qu'on appelle les guerres médiques, qui opposent donc les cités grecques et l'empire perse, qui est un empire qui vient d'Asie, sachant que des cités grecques sont aussi installées dans la partie, enfin sur le territoire asiatique. Donc vous avez deux batailles victorieuses qui vont être remportées notamment grâce aux Athéniens. D'abord la bataille de Marathon, où les Athéniens sont majoritaires, même s'ils ne sont pas les seuls. Elle est remportée sur terre grâce notamment aux hoplites, c'est-à-dire les soldats de base athéniens, souvent issus des parties, des catégories pauvres athéniennes. Et puis surtout la bataille maritime de Salamine en moins 480, où la flotte de guerre athénienne va s'imposer. Et cette flotte de guerre, elle est notamment forte grâce aux rameurs qui sont issus des parties les plus pauvres des citoyens athéniens. Et donc elle va permettre à Athènes de dominer la mer Égée et donc d'imposer un véritable empire par la Ligue de Délos. Et donc vous avez ici les cités alliées de la Ligue de Délos, mais sachant que ces cités vont être alliées de façon plus ou moins forcée et que les cités qui souhaiteraient quitter cette Ligue de Délos auront à subir les foudres d'Athènes. Donc vous avez notamment les 200 trières, c'est-à-dire 200 navires qui protègent et commandent les cités alliées. Ces cités alliées, elles sont contraintes de payer un impôt à la cité d'Athènes qui fournit donc des navires pour protéger ces mêmes cités. Vous avez donc un trésor commun qui est constitué pour financer la guerre et qui est entreposé sur l'île de Délos. Alors cette puissance athénienne, elle va prendre fin, notamment face à d'autres cités qui ne font pas partie de la Ligue de Délos. C'est notamment Sparte qui va diriger une coalition contre Athènes, notamment lors des guerres du Péloponnèse entre moins 431 et moins 404 avant Jésus-Christ. Et finalement, c'est la défaite écrasante d'Athènes et donc la fin de son empire. Vous avez notamment cette guerre du Péloponnèse qui va nous être contée par Thucydide, qui est considéré comme le premier historien et qui donc nous narre, nous informe et analyse en même temps cette guerre du Péloponnèse. Alors, cette Grèce antique et notamment Athènes, elle nous laisse des traces culturelles qui vont forger nos sociétés et notre histoire, notamment avec des intellectuels tels que des mathématiciens, mais aussi des médecins, des physiciens, des géographes comme Ératosthène, ou bien des philosophes comme Socrate, Platon, Aristote. Et on revoit aussi qu'il y a quand même des limites, puisque cette citoyenneté, elle est restreinte, puisqu'un nombre non négligeable d'habitants d'Athènes, voire majoritaire, ne fait pas partie de cette citoyenneté athénienne. Ici prend fin cette première partie du cours. Vous aurez à travailler avec certains éléments des PPO que nous ferons en cours et la suite plus tard avec Rome.